Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un composant d'imprimante 3D dont on parle assez peu souvent. Vraiment, on en parle très rarement sur les groupes et sur les forums. Pourtant, il est très souvent modifié par les makers. J'ai nommé le heatsink. Alors, bien entendu, avant de commencer, je vais d'abord vous dire à quoi ça sert et donc ses fonctionnalités, pourquoi il y en a sur les imprimantes 3D FDM. Et ensuite, après, je vais vous donner quelques petites astuces, quelques petites informations pour savoir comment le modifier, ce qu'il faut savoir dessus, et est-ce qu'il y a intérêt à changer un heatsink sur une imprimante 3D de base? Tout d'abord, le heatsink, à quoi ça sert? Alors eh bien, sachez qu'il y a une petite continuité là dans les vidéos que j'ai fait sur le matériel de l'impression 3D. Précédemment, je vous ai parlé du heatblock. Eh bien, le heatsink, c'est un composant qui vient se fixer directement sur le heatblock pour l'aider à fonctionner. Alors, si vous n'avez pas regardé la vidéo sur le heatblock, je vous invite à aller voir pour comprendre un peu mieux à quoi sert ce composant. Là, je vais vous faire vraiment un petit résumé rapide pour quand même se remettre les idées en tête. Le heatblock, ça sert en fait à garder une partie froide et une partie chaude entre l'extrusion et le bloc de chauffe. Parce que l'extrudeur, toute la zone de l'extrudeur va être froide, et là où il va y avoir le bloc de chauffe, forcément le filament va être chaud. Par contre, cette zone de chauffe va créer un filament qui est difficilement contrôlable par l'extrudeur. C'est pourquoi on a le heatblock, qui va permettre de faire une rupture thermique, comme son nom l'indique, pour garder une partie de filament froide, et donc garder le contrôle sur le filament, avec l'imprimante. Cependant, le heatblock ne peut pas fonctionner seul, en fait, il va pas réussir à évacuer la chaleur de manière passive, et c'est pourquoi on va avoir besoin du heatsink. Et donc le heatsink va servir à refroidir le heatblock pour le faire fonctionner de manière optimale. Alors j'aurais pu parler du heatsink dans la vidéo sur le heatblock, mais déjà j'ai du mal à dire les deux en anglais, je vais pas charger la vidéo inutilement pour rien, donc j'ai préféré séparer les deux pour avoir une vidéo un petit peu plus claire. Alors pour que vous puissiez voir un petit peu, là dans ma main j'ai globalement ce qu'on trouve sur un bloc de chauffe complet, donc ici vous avez la partie qui va recevoir la thermistance et le thermocouple. Ici vous allez avoir le composant, le heatblock, et donc là dans ma main vous allez avoir le heatsink complet. Donc le heatsink en général on va le voir c'est un radiateur et un ventilateur. Donc vous voyez, si vous visualisez pas très bien, normalement le heatblock il vient s'insérer là-dedans, et donc ici on va voir toute la zone froide du heatblock. Tout simplement le heatsink en fait c'est un radiateur, un ventilateur en général, et donc il va capter la température du heatblock, et le ventilateur va aider le radiateur à dissiper cette chaleur pour garder toute la zone du heatblock la plus froide possible. Donc voilà, c'est globalement tout ce qu'il y a à dire sur le heatsink. En fait, c'est vraiment un composant tout simple, et ce qui fait en général qu'il est très souvent modifié, c'est à cause de ce ventilateur. Donc moi là, c'était le ventilateur qui était vendu de base. Il a tendance à être bruyant, et du coup les gens ont tendance à vouloir changer le ventilateur pour gagner en silence sur leurs imprimantes 3D. Parce que souvent elles sont conservées dans des lieux proches de personnes, donc ça peut être désagréable. Mais à savoir, il y a d'autres choses à modifier sur le heatsink, notamment le radiateur, et donc ça je vais vous en parler dans la suite de la vidéo. Donc là je vous propose de vous imaginer que vous voulez changer l'intégralité de votre bloc de chauffe. Alors donc forcément vous allez devoir changer le radiateur, cette petite pièce qui est là. Vous allez avoir deux choses principalement qui vont changer et que vous allez pouvoir modifier pour peut-être améliorer votre heatsink. Alors premièrement ça va être la matière du radiateur. Alors la matière, j'ai vu sur internet des radiateurs qui sont faits peut-être en cuivre ou en laiton. En général, on les trouve en aluminium. À savoir que de mon point de vue, il n'y a pas besoin d'avoir un radiateur dans une autre matière que de l'aluminium. Le cuivre et le laiton sont de meilleurs conducteurs thermiques, mais ça serait vraiment surfait, je pense, que de choisir autre chose que de l'aluminium. Ça fait très bien le travail, et si vous avez besoin vraiment d'une meilleure conductivité thermique, si vous avez une mauvaise rupture thermique, vous pouvez trouver d'autres choses que de prendre du cuivre ou du laiton. Et par exemple, ce que j'ai aussi vu sur internet, c'est que on va vous vendre un radiateur qui sera tout simplement en aluminium, qui sera soit doré, soit un petit peu cuivré pour dire bah regardez, il est plus joli, forcément il est meilleur. Mais donc vraiment c'est plus de l'arnaque qu'autre chose. Choisissez un radiateur en aluminium tout simple. Il y a une autre chose à choisir sur le radiateur qui va vous permettre d'avoir de meilleures performances. Alors le deuxième facteur sur lequel vous pouvez influencer sur votre radiateur, ça va être la forme. Et là vraiment, E3DV, ils ont touché très juste sur la forme d'un radiateur. Ils ont réussi à concevoir un radiateur qui permet une excellente évacuation thermique, et c'est là où vraiment les gens ils ont trouvé un gain, plus que sur la matière. C'est la forme vraiment de puits qu'ils ont donné à leur, à leur radiateur qui a permis d'avoir des meilleures performances. Donc je vous invite à voir, je vais vous mettre un petit schéma pour que vous puissiez voir la différence entre le mien et ceux qui vendent. En fait, au plus proche de la chaleur, on va vraiment avoir une masse de matière d'aluminium qui va permettre d'emmagasiner la chaleur produite par le hot end. Et plus vous remontez sur votre radiateur, et plus vous allez avoir d'aération et de surface avec l'air. Et donc vous allez pouvoir évacuer cette chaleur.
C'est là où vraiment c'est très malin, c'est que vraiment vous allez puiser la chaleur et l'évacuer rapidement grâce à cette forme. Et donc c'est vraiment là, plus que la matière, vous allez pouvoir faire quelque chose de très intéressant. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce radiateur, parce qu'il est très bien conçu. Donc voilà, c'est globalement c'est tout ce qu'il y a à dire sur le radiateur. Maintenant, on va parler de la chose vraiment qui commence à fâcher un petit peu plus pour les personnes qui aiment modifier les imprimantes 3D. Ça va être comment vous allez refroidir ce radiateur. Alors moi je vous l'ai déjà montré, le mien il est refroidi par un ventilateur tout simplement. À savoir que vous avez deux choix à faire à ce moment-là. Soit vous choisissez le air cooling, donc avec un ventilateur, soit vous choisissez le water cooling. Et donc cette fois-ci ça va être un système beaucoup plus lourd pour refroidir. Ça va être un fluide qui va circuler jusqu'au radiateur, qui va capter la chaleur et qui va l'extraire à l'extérieur de votre imprimante 3D. Alors comment choisir tel ou tel système, air cooling ou water cooling? En fait, c'est très simple. Il y a une raison pour laquelle vous pourriez avoir besoin du water cooling. Si vous n'avez pas cette raison-là, ben en fait, vous n'avez tout simplement pas d'intérêt d'avoir le water cooling parce que ça va apporter beaucoup de problèmes, beaucoup de défauts, surtout de gêne. Parce que pour le water cooling, il faut des tuyaux. Ces tuyaux, il y a de l'eau, et l'eau, il faut la bouger, il faut la motoriser, il faut lui donner de l'énergie mécanique, et forcément, c'est plus de main-d'œuvre, c'est plus de choses à penser qu'un simple ventilateur. La seule raison pour laquelle vous pourriez avoir besoin du water cooling, ça serait que vous imprimiez dans un caisson chauffé. Alors en fait, admettons, vous voulez imprimer un filament qui est plus compliqué que le PLA. Le PLA, c'est très facile à imprimer, il n'y a aucun problème. Ensuite, un petit peu plus compliqué, le PETG. Ensuite, il y a l'ABS. Et ensuite encore, il y a le polycarbonate. Alors là, on va donner l'exemple du plus dur, le polycarbonate. À savoir, c'est que c'est comme l'ABS, dès qu'il y a un choc de température brutal, votre matière va se décoller. En fait, vous allez avoir un décollement de couche à cause de ça. Et donc, pour réduire ce problème, on va chauffer le caisson. À partir du moment où vous chauffez le caisson à des grosses températures, par exemple 60 degrés, peut-être 70 degrés, voire plus, je sais pas trop, hein, j'imprime pas du polycarbonate, et bien en fait, ça va faire que votre heatsink, au lieu de souffler de l'air froid sur le radiateur, il va souffler de l'air chaud. Et donc, il va moins bien se refroidir. Du coup, en fait, il ne va plus pouvoir fonctionner de manière optimale. C'est pourquoi on va utiliser le water cooling, où en fait, on va faire circuler un fluide qui va extraire la chaleur du caisson, et donc le water cooling, lui, n'est pas dépendant de la température à l'intérieur du caisson. Et si vous vous retrouvez du coup dans ce cas de caisson chauffé, là vous allez avoir besoin du water cooling. Moi personnellement j'ai un caisson, mais il chauffe à une température maximale de 30 degrés à peu près. Du coup, j'ai pas besoin, ça ne fait pas de sens d'avoir besoin du water cooling. C'est pourquoi, dans la majorité des cas, si vous vous posez la question air cooling ou water cooling, vous allez vous dire tout simplement air cooling. Euh, Tous ceux qui changent pour un refroidissement à l'eau sans avoir un caisson chauffé et tout, c'est vraiment de la branlette. Voilà. Il y a un moment, on peut pas dire autre chose. C'est tout simplement une recherche d'un truc en plus, je sais pas trop pourquoi. Ça ne vous apportera rien. Tout simplement, ça va rajouter de la masse sur l'extrudeur, ça va rajouter de la tension dans les câbles parce qu'il va y avoir plus d'accastillage à transporter. Ça va vous causer plus de problèmes. Il faut aussi penser à activer la régulation d'eau et tout. C'est beaucoup plus de contraintes. Si vous avez le choix, et c'est pour ça que d'ailleurs j'en parle en dernier, dans les critères pour votre heatsink, si vous avez le choix, choisissez toujours le air cooling. Du coup, comme dans la majorité des cas, forcément le air cooling va fonctionner. La seule chose vraiment qui pourrait être intéressante sur le air cooling à changer, ça va être soit le bruit que fait votre ventilateur. Moi-même, j'ai changé mon ventilateur récemment et ça m'a surpris de voir le silence que ça faisait. C'est super agréable de travailler avec une machine silencieuse. Elle n'a pas un intérêt vital, mais pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et la deuxième chose que vous pourriez vraiment réfléchir et prendre en compte pour choisir votre air cooling, c'est le débit d'air de votre ventilateur si vous avez des problèmes de heatsink. Mais sachant que dans la plupart des cas, une imprimante 3D, elle n'a pas de problème de heatsink, c'est pour ça qu'on en parle très rarement. Bon voilà, moi je le fais parce que j'ai parlé du feedback précédemment, et c'est dans la continuité, mais c'est vraiment, là, c'est une petite vidéo bonus. Le heatsink, c'est pas un composant qui est très sensible à la casse, qui est très vital entre guillemets, même si le feedback a besoin de lui pour fonctionner. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Voilà, j'ai survolé le sujet, il n'y a pas grand chose à dire dessus. C'est assez simple le heatsink en comparaison de d'autres composants. Mais bon voilà, au moins c'est dit, c'est fait. Si jamais des gens ont des questions là-dessus, ils pourront se renseigner. Si vous avez eu des problèmes de heatsink que j'ai jamais rencontrés sur les groupes ou les forums, bah, je vous invite à les mettre dans les commentaires. C'est assez rare d'avoir des problèmes dessus, et je pense que c'est intéressant de les découvrir. Et donc moi après je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.